Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une soirée horreur avec des abonnés. On est avec Allen, Ursula et Christian. On va se raconter, vous connaissez à force la chanson, des histoires d'horreur qu'on a vécues. Aujourd'hui, on n'est plus sur des rencontres effrayantes que paranormales. Moi, perso, je vais raconter une histoire paranormale. Toi, Allen, tu vas raconter une histoire? On sait pas trop. Il y en a qui pensent que c'est paranormal, d'autres non. En fait, c'est un peu selon les avis, selon les croyances, je pense. J'inviterai les gens évidemment à mettre leur avis des histoires et théoriser en commentaire. Toi, Ursula, c'est une rencontre effrayante? Ouais, c'est clairement pas paranormal, c'est vraiment réel pour le coup. Et ça a failli mal finir, je pense. Toi, Christian, du coup, c'est quoi? Intervention, je dirais. J'en dis pas plus. C'est vrai que j'aime beaucoup faire ça au début des histoires. On a une petite phrase qui en fait dévoile un petit peu de votre histoire sans trop spoiler. Allen, est-ce que tu aurais une petite phrase pour décrire justement, comme vient de le faire Christian, ou un mot, ton histoire? Ouais, je dirais le barman dérangé. Ok. Et toi, Ursula? Je dirais un après-midi ensoleillé. Ah, donc ça a l'air hyper joyeux en fait. Ouais, mais c'est ça le pire, justement. Tout l'inverse, ok. Personne me demande quoi. Et toi? Et toi, vas-y, dis-nous. C'est pas grave, il y a pas de... C'est à propos d'un rêve que j'ai fait et ça a provoqué un truc vraiment très bizarre dans la vraie vie. Je vais trouver une phrase, attendez, laissez-moi 2 secondes. Fin du jeu. Ok. Ok. Vous comprendrez pourquoi cette phrase. Bon, Christian, on t'invite à raconter plus personne. Évidemment, c'est pour une bonne raison, les amis. Je vanne, c'est pour vous présenter le sponsor d'aujourd'hui, Inconnu. Franchement, plus j'entends vos histoires, plus je me dis que la vraie horreur, c'est pas tellement les entités ou le paranormal, mais ce qu'on vit tous les jours sur notre téléphone et surtout quand on se balade sur Internet. Est-ce que tu savais que plein d'entreprises récupèrent tes infos perso pour les revendre? Ça peut être ton adresse, ton numéro et même ton historique d'achat. Bref, ça nous l'a tous déjà fait au moins une fois de recevoir des appels chelous ou des spams bizarres. À l'époque, j'avais tout simplement l'impression et peur de ça que mes informations personnelles traînaient partout sur Internet. Bon, je savais pas quoi faire, ça me stressait un peu. Je me suis alors inscrit en quelques clics sur Inconnu et là, ils se sont tout bonnement occupés de tout. Ils contactent les courtiers en données à ma place et je peux suivre en plus de ça chaque suppression en direct. C'est génial. Franchement, ça m'a enlevé un petit poids et j'ai vraiment eu là l'impression de reprendre le contrôle sur mes données. Si tu veux alors comme moi être beaucoup plus tranquille, utilise le code LEOYT en majuscule. Sur le site inconnu.com/LEOYT, tu profites de 60% en plus de ça de réduction sur l'abonnement annuel et tu as même une garantie de 30 jours si ça te plaît pas forcément. Reprends le contrôle de tes infos avant qu'un autre le fasse à ta place. Merci beaucoup à Inconnu et on passe maintenant à l'histoire de Christian qui n'est pas là maintenant mais qui va bientôt arriver. Ok, donc pour mettre dans le contexte déjà, moi j'ai fait les jeunes sapeurs-pompiers pendant 6 ans et à la suite de ça, la suite logique c'était de continuer en tant que sapeur-pompier volontaire. Du coup les jeunes sapeurs-pompiers c'est une activité, ça dure 4 heures le samedi et on apprend le métier de pompier, on découvre un petit peu et moi j'étais passionné par ça, donc c'est ce que je faisais. Donc en 2022 on commence par du coup mes premières interventions, je découvre un peu le métier et honnêtement en me lançant en tant que sapeur-pompier volontaire, je ne m'attendais pas à voir autant de choses, enfin pas choquantes, parce que ça ne le devient pas au final, qu'on en fait tellement. Moi je m'attendais à ce que par exemple quelqu'un qui décède t'en voit une fois sur 1000, et sauf que là c'est peut-être une fois sur 15, donc tu vois c'est pas beaucoup. Tu te dis qu'une journée sur 2 presque tu vas voir des personnes qui sont décédées. Des choses choquantes, enfin je sais pas, des accouchements, ce genre de choses, c'est beaucoup plus rare que des personnes décédées. Moi je m'attendais à ce qu'il y ait beaucoup plus d'accouchements que de personnes décédées, tu vois. Donc je me lance et je fais une de mes premières gardes du coup de nuit. Du coup parce qu'il y a plusieurs formats de garde. Il y a les formats de 12 heures où tu vas faire 12 heures de jour, des gardes de 12 heures de nuit, ou sinon il y a les gardes de 24 heures où tu commences à 7 heures du matin et tu finis à 7h30 le lendemain. Et du coup moi je fais une garde 24 heures. Donc c'était une de mes premières gardes nuit et on est appelé vers 3 heures du matin. Et en fait, pour vous expliquer, nous quand on est appelé sur une intervention, on reçoit un papier avec le motif de l'intervention et le lieu de l'intervention. Et là, le motif de l'intervention, c'est strangulation sur les réseaux sociaux. Donc trop bizarre. Il est 4 heures du mat, je viens de me réveiller parce que nous on dort la nuit, quand il n'y a pas d'intervention, on dort. Et on part sur l'intervention. Et donc c'est pas loin de chez moi d'ailleurs. On s'y rend et on arrive et c'est quelqu'un qui nous accueille, qui nous dit non, c'est pas ici l'intervention, vous êtes trompé, c'est moi qui ai vu quelqu'un qui se strangulait sur les réseaux sociaux et je vous ai appelé pour cette personne. En fait, on s'est trompé, genre. On n'avait pas bien compris parce qu'en fait, le CTA, qui s'appelle le centre de traitement des appels, il peut localiser où vous êtes, votre position. Et du coup, il a localisé la personne et il a envoyé directement du coup une équipe dessus, donc l'équipe qui était nous. Du coup, là, on rappelle le CTA, donc le centre de traitement des appels, pour lui dire il y a un problème, on s'est rendu du coup pas sur le bon lieu de l'intervention. Est-ce que vous pouvez localiser la personne grâce au téléphone, tu vois? Et donc on avait le numéro de téléphone de la personne du coup en question,
qui se strangulait sur les réseaux sociaux. Pour vous donner une idée, elle faisait des choses bizarres sur Omegle. Je sais pas si vous connaissez la plateforme. Qui a été banni d'ailleurs. Et donc c'était sur Omegle et apparemment du coup il y avait avec une corde, etc. Elle faisait de l'assuration, etc. sur le coup. Et en fait il se trouve, hasard, c'est un hasard fou, la personne du coup qui faisait ça était dans la ville d'à côté. Donc la chance finalement. Donc la chance, ouais. Et donc on s'est localisé, on s'y rend, on arrive devant une résidence et en fait on voit des mecs cagoulés, genre courir au-dessus d'une barrière d'une maison. Qu'est-ce qui se passe? Et avec surtout un flingue. On se dit mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait on comprend qu'en fait c'est la BAC qui était là, qui arrivait sur l'intervention. Donc au début on pensait que c'était des voleurs, des cambrioleurs ou je sais pas quoi, mais non c'était la BAC qui était arrivée en avance. Et en fait la BAC essayait de localiser aussi cette personne. Parce que forcément sur ce genre d'intervention on est déclenché avec une équipe de police. Donc on arrive et en fait on rentre dans une première maison. La BAC défonce la porte, du coup on rentre et se trouve que c'était pas du tout les bonnes personnes. On rentre, on arrive dans la chambre de personnes âgées qui étaient en train de dormir. Il y a la BAC qui les pointait, donc ils étaient choqués. Et donc on leur pose la question, on cherche quelqu'un, strangulation sur les réseaux sociaux, etc. Avec un profil psychiatrique du coup. Ils disent ils savent pas. Et du fond du jardin, ces personnes, on voit quelqu'un sortir. Donc une dame, une cinquantaine d'années, qui dit les pompiers ont été appelés, c'est peut-être pour mon fils. Mais du fond du jardin, c'est personne âgée. Donc on se dit il y a quelque chose dans le fond du jardin. Et donc on la suit. Voilà, elle faisait un peu peur. Parce que bien sûr, il est 4h du matin en pleine nuit, qui sort de chez soi. On n'avait pas fait tant de bruit que ça. Donc on ne savait pas trop ce qui se passait. On y va. Et là on arrive dans une espèce de cabane au fond du jardin, sur 2 étages. Un peu, je dirais pas un bidonville, mais vraiment un truc fabriqué avec quelques planches en bois. On rentre dans la maison et en fait la dame nous précise « Attention, mon fils il aime vraiment pas la police, donc faut pas que la police se montre. Vraiment il va s'énerver si la police arrive. » Donc déjà quand on rentre dans la maison, dans l'espèce de cabane, il y a une échelle du coup qui mène au premier étage et sur cette échelle il y a une webcam. Les vieilles webcams en boule avec la petite caméra. Et on dit mais elle va où cette webcam? Il dit bah mon fils il peut vous voir d'ici donc faut pas se montrer quoi. Donc les pompiers vous pouvez y aller mais la police il n'y allait pas. Donc nous on monte là-haut sur l'échelle et on rentre dans la chambre du coup de la personne. Quand on rentre dans la chambre déjà on voit pour vous situer un petit peu l'ambiance et des webcams partout, un lit en fait au fond de la pièce avec quelqu'un allongé, dos à nous, donc qui regarde face au mur lui, des cartes graphiques, de la poussière un peu partout et des couteaux, mais vraiment plein de couteaux, des bouteilles d'alcool et en fait ce live Omegle qui tourne. Encore là Qui tourne, ouais. Il tournait encore actuellement, donc il y a 2 écrans, etc. Donc nous ce qu'on va faire, c'est on va recouvrir les caméras et on va pouvoir passer à l'intervention. Avant d'approcher la victime, le chef il va prévenir la police de se mettre du coup juste derrière la porte pour pas qu'on les voit. Et nous on doit procéder à un bilan, voir ce qui s'est passé, essayer de rentrer en contact avec la victime. Donc, on rentre en contact avec la victime, elle n'était pas très réactive, elle ne nous répond pas beaucoup. On voit que ces lacérations elles sont pas très graves en vrai, mais c'est quand même assez choquant. Mais c'est pas quelque chose de tranché, il n'y a rien de pénétrant, il n'y a pas une plaie ouvrante. Et donc la victime elle refuse son bilan, sauf que nous on est obligé de rendre compte un bilan au médecin en fait, à chaque fois sur chaque intervention. Et du coup on essaie de forcer un petit peu plus. Et là la victime elle se retourne et il y a un policier de la BAC qui pointe sa tête à l'intérieur de la pièce. Et là du coup le garçon il voit, donc la victime elle voit la police et là son ton elle change instantanément. Il commence à s'énerver. Commence à s'agiter et en fait il va essayer d'attraper un couteau qui est sous son lit parce que nous on avait déplacé un maximum de couteaux sauf qu'un couteau qu'on n'avait pas vu était sous son lit et donc il essaye de l'attraper sauf que et en même temps de l'attraper le couteau il m'attrape la jambe donc du coup pour me planter sauf que moi mon chef il m'a essoufflé dans l'oreille donc nous on arrive avec des bouteilles d'oxygène en général et il me dit de mettre notre sac d'oxygénothérapie donc la bouteille devant mes jambes pour me protéger tout le temps. Surtout dans ce genre d'intervention, parce que moi j'étais pas au courant, c'était mes premières, donc je le fais. Donc quand il m'attrape la jambe, moi ce que je vais faire, c'est que je vais, avec la bouteille d'oxygène qui pèse environ 15 kg, je vais le balancer tu vois, dans la tête, ce qui va permettre du coup de l'écarter, sauf que lui il a encore ma jambe dans les mains, et là, à ce moment-là, il y a
il y a la police qui intervient, etc. Sauf qu'il voulait le taser, du coup, pour le calmer. Sauf que vu qu'il avait ma jambe, s'il le tasait, moi, je me prenais le coup dessus aussi. Donc ils n'ont rien pu faire, mais pendant vraiment 5 minutes, moi, j'étais tétanisé, je ne pouvais plus rien faire. J'avais mis le coup, mais en fait, vu que la personne a un profil psychiatrique, dans ce genre de moment, eux, ils ressentent déjà pas la douleur et ils ont une force vraiment surdimensionnée. Elle est énorme vis-à-vis de nous, même si la personne était squelettique. C'était une force incroyable. Et donc, ouais, pendant 5 minutes, il était tout fin. Donc, il pouvait se débattre de partout. Et donc, le temps de le menotter, ça a pris énormément de temps. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, ils ont réussi à le menotter. Moi, je me suis écarté. Vraiment, moi, ce qui s'est passé, c'est quand eux, ils l'ont menotté. Moi, je me suis reculé. Et j'étais plus que spectateur de la scène. Je pouvais plus rien faire. J'étais vraiment sur le moment, j'étais choqué. Du coup, la difficulté après, ça a été de le descendre dans les escaliers parce que, comme on a dit, c'était une petite échelle. Donc, pour le descendre, c'était galère. Il s'agrippait à tout. Donc, au final, on a réussi à le mettre dans le camion. Et donc, nous, on a des sangles dans le camion pour sangler les personnes du coup, qui ont des profils comme ça, qui s'agitent. On l'a sanglé dans le camion. Il arrivait à nous cracher dessus, etc. Mais forcément, vu qu'il était sanglé, il ne pouvait plus nous faire de mal. Donc, ça allait. On l'a emmené à l'hôpital. Et ce qui a été marrant, c'est qu'à l'hôpital, l'infirmière, du coup, lui faisait semblant de dormir. Et l'infirmière, elle dit, bah, asseyez-le à l'accueil, quoi. On lui dit, vous savez, si on l'assoit, il va bouger, il va se barrer. On l'a assis, on l'a écouté parce que nous, on est régis à leurs ordres. Et en fait, il a voulu se barrer direct dès qu'on l'a assis, donc ils ont dû le rattraper. Et là, il y a des chaises spécifiques où il le sanglait. Et après, ça s'est fini comme ça. On est reparti. Ok. Mais du coup, il a fini en soins psychiatriques, c'est ça? Ouais. Il a été soigné ou pas, tu le sais? Bah, je crois que c'était quelqu'un atteint de schizophrénie. Ouais. Moi, j'imagine la personne qui l'a vu en live faire ça, c'est aussi traumatisant pour cette personne. Ça doit être effrayant. Mais surtout toutes les webcams et tout, ça me fait trop penser à un épisode de Black Mirror. Vraiment, quand t'as dit toutes les cartes graphiques, tout ça, il était fou. Ouais, il y avait vraiment Moi, je me suis cru dans un film sur le moment quand je suis arrivé. Ah, tu vis un film, quoi. Non, franchement, c'était choquant. Et j'en ai reparlé d'ailleurs il y a genre 2 semaines avec mon chef, avec qui j'ai vécu cette intervention. Et lui aussi, ça l'a traumatisé ou pas? Lui, ça l'a vraiment... Lui, non, il a déjà vécu des choses comme ça, mais moi, j'ai jamais eu une intervention aussi choquante que celle-ci, je pense. Bah, tu reviendras si t'en as une plus choquante. Horrible, vraiment, j'espère pas. Ouais. Bah, écoute, merci Christian, on peut applaudir Christian, ouais. T'es trop fort. C'est gentil. J'aime trop, j'adore. Allen, si t'es partant pour raconter ton histoire, nous, on est très partants. Écoutez. Alors du coup, mon histoire, c'est il y a 2 ans. Donc en fait, j'étais commercial itinérant, donc pour une boutique de multimédia. Et donc j'étais en fait une semaine, j'étais dans un coin de la France, après la 2e semaine ailleurs. Et donc j'avais comme ça plusieurs boutiques. Et en fait, c'est vrai qu'il m'est arrivé une histoire dans un hôtel du coup, qui était assez particulière. Du coup, j'ai fait la rencontre d'une personne un peu bizarre. Et donc comme d'habitude, ma semaine elle commence un mardi. Donc mardi matin, je me lève assez tôt pour faire le trajet. Du coup, j'avais 4 heures de route. Donc je fais le trajet, j'arrive au boulot, donc je fais la journée normale. Et le soir, du coup, c'est à ce moment-là en fait où je découvre l'hôtel où je vais être. Donc j'arrive à l'hôtel et donc déjà je vois que l'hôtel il est vraiment, il est super grand. Je crois qu'il y avait 5 étages, il y avait pas mal d'étages. Tout était vitré, je remarque que l'hôtel il est assez luxueux, quoi. Ouais, il fait assez luxe alors que pourtant l'hôtel c'est pas, c'est une marque d'hôtel connue mais c'est pas 5 étoiles on va dire. Et donc je me dis ouais c'est cool quoi, je suis content. Après j'arrive assez tard parce que du coup en général dans les journaux de boulot comme ça je rentre pas à midi et le soir je rentre assez tard parce que je mange avec les collègues etc. Donc j'arrive à l'hôtel, je rentre, du coup c'est une porte magnétique. Je rentre dans l'hôtel, donc à l'accueil il n'y a personne. Donc, il était assez tard, je pense qu'il était 22h, un truc comme ça. Personne à l'accueil, mais je vois à côté, donc, du coup il y a la borne, comme souvent dans les hôtels, pour récupérer sa carte magnétique. Du coup je récupère ma carte magnétique. Ensuite, du coup j'y vais pour aller dans ma chambre. Et là je remarque en fait à gauche, quand on va vers la porte du coup de l'ascenseur, il y a un grand bar en fait. Et après il y a souvent des bars dans les hôtels, mais c'est vrai que là il m'a assez marqué parce qu'il était ultra lumineux. J'avais l'impression que c'était un bar à part en fait. Il était avec l'hôtel, du coup il y avait un passage. Mais je vois il n'y a personne. Du coup je me dis bon c'est cool. Peut-être que demain soir, j'irai peut-être boire un verre, on verra. Du coup, je me dirige vers ma chambre. Donc, alors, je vais décrire pas mal l'hôtel parce que c'est important pour la suite. Donc, il y a une porte. Je prends la porte. J'arrive dans un sort de sas où il y a 2 ascenseurs. Je prends l'ascenseur, donc je vais au 2e étage. Je sors de l'ascenseur et là, en fait, on peut aller soit à droite, soit à gauche. Et à gauche, en fait, il y a quelques chambres. Il y a 3 chambres, je crois. Et au fond, on voit une porte qui est vitrée.
Et en fait, à travers cette vitre, on voit bien que le couloir, en fait, il est interminable, quoi. Et en fait, si vous voulez, l'hôtel, il y avait un couloir qui faisait tout le tour de l'hôtel, comme ça, avec les chambres au milieu. Et donc, moi, j'ouvre la porte, et c'est vrai que la porte, elle m'a marqué, parce que c'est une porte un peu comme dans les hôpitaux, qui s'ouvre, et en fait, quand elle se ferme, elle bouge un peu, vous voyez. Et du coup, je prends la porte. Je vais tout au fond, ma chambre, elle était quasiment tout au fond. Je rentre dans ma chambre et donc je prends place, etc. Je m'endors par la suite, voilà, je fais ma nuit. Le lendemain, donc journée classique de travail, je redescends. Cette fois, je vois quelqu'un à l'accueil, donc normal, enfin l'hôtesse d'accueil, je pense. Donc je parle avec elle, super sympa, enfin on se raconte un peu notre vie, etc. Je vais au travail, je reviens le soir. C'est vrai que je suis venu un peu plus tard que la veille du coup, parce que j'avais mangé avec des amis, enfin voilà. Et je rentre assez tard, et là en fait, donc je rentre comme d'habitude à l'hôtel, donc personne à l'accueil. En fait, je tourne la tête et je vois en fait quelqu'un qui me regarde. Et en fait, c'est le barman. Enfin, je comprends que c'est le barman parce que du coup, il est derrière le comptoir. Et en fait, il me regarde, et enfin comme s'il m'attendait. C'était un peu bizarre. Il me regardait, il me fixait. Donc je me dis bon, allez, je vais boire un petit verre avant de monter. Donc j'y vais. On discute avec le barman, enfin, on se raconte notre vie, quoi. Je me rappelle, je rigole pas mal, je raconte un peu ma vie, et lui aussi. Après, je repère certains trucs un peu bizarres, par exemple, enfin sa tenue. Il avait une moustache, il était habillé un peu Londres années 70, quoi, un peu costume, chapeau, enfin je sais pas si vous voyez, mais voilà, je remarque ça, mais je me dis en fait ça me choque pas plus que ça. En fait, les barman souvent dans les bars, ils ont un peu leur style, machin. Je me dis voilà, c'est son style. Y a pas de souci. Et du coup, je discute avec lui, et je parle pendant longtemps, quoi, on rigole, etc. Et c'est vrai que plus on avance dans la conversation et plus il parle de choses un peu bizarres. Par exemple, il me parle de guerre, et il me parle de camps de concentration, un peu de trucs historiques en fait. À un moment, il me fait un peu des blagues. À un moment, il me sort oui, j'ai travaillé sur les chemins de fer, il faut pas avoir peur d'avoir les mains pleines de goudron, des trucs. Moi, j'avais l'impression qu'il avait 90 ans, quoi. Et il avait quel âge un peu? Qu'il avait mon âge, enfin, il avait 30, 35. Il était jeune, blanc, enfin, super blanc, clair, mais il était jeune, quoi. Et du coup, je me dis, c'est bizarre, je sais pas pourquoi il me parle de ça. Une autre chose que je repère, c'est qu'en fait, dans ses émotions, quand on rigolait, quand il avait peur, il me racontait un truc un peu triste, un peu. Mais en fait, il n'exprimait jamais ses émotions à fond, en fait. Enfin, j'avais l'impression qu'il était bridé, en fait, dans ses émotions. Je sais pas, quand il souriait à moitié. Enfin, j'avais cette sensation-là. Moi, je rigolais, lui, il rigolait à peine. Enfin, je sais pas, j'avais l'impression que quelque chose le bloquait, il était bridé. Mais sur le coup, je me dis, bon, voilà, c'est lui, quoi, c'est comme ça, il est comme ça. Et du coup, voilà, je termine. Et là, plus ça avançait, plus du coup, il se dirigeait vers des histoires un peu qui m'intéressaient pas, on va dire, enfin, voilà, qui étaient un peu bizarres. Donc je me dis, je vais rentrer, quoi, je vais aller me coucher. Et à ce moment-là, en fait, il insiste, mais lourdement, pour reboire un verre. Il me dit, allez, je te l'offre. Non, reste. Enfin, il insiste comme jamais. Jusqu'au moment en fait où il m'oblige un peu à lui dire c'est bon, on boira un verre demain en fait, parce que j'arrivais pas à me séparer, quoi. Il me disait vas-y, je te paye, il commence à préparer le verre, enfin abusif. Donc je lui dis ça, et c'est vrai que je vais regretter par la suite du coup, parce que ça va enclencher plein de trucs un peu bizarres. Donc voilà, je rentre à l'hôtel, enfin je rentre dans ma chambre du coup. Je m'endors, enfin je commence à m'endormir, je scrolle sur TikTok, voilà, et je commence à tomber, en fait je sens que je commence à m'endormir. Et là en fait j'entends un bruit bizarre. Alors faut savoir que du coup il y a mon lit, enfin je suis sur mon lit dans l'hôtel. À gauche il y a la salle de bain, enfin voilà, salle de bain, toilette. Et au fond à gauche en fait c'est la porte du coup qui mène au couloir. Avant de m'endormir, j'entends un bruit, j'entends comme si quelqu'un tire quelque chose dans le couloir en fait. Mais vraiment, il le tire un peu, il s'arrête, il le tire comme si c'était quelque chose de très lourd. Ce qui est bizarre, c'est que j'entendais aucun bruit humain. J'entendais juste quelqu'un qui tirait, mais j'entendais pas de bruit humain, tu vois. Comme si on déplaçait un meuble ou... Vraiment, comme si un sac ou quelque chose de lourd. Et en fait, on le tirait, on s'arrêtait un peu. Et j'entendais j'entendais ça. Mais sur le coup, je me dis, bon, il y a quelqu'un qui a une valise peut-être trop lourde, ou j'en sais rien. Franchement, je me casse pas la tête. Je me dis, bon, je vais me rendormir. Et je suis réveillé une deuxième fois pendant cette nuit. Et cette fois, en fait, j'entends quelqu'un courir. Et en fait, c'est trop bizarre parce que je l'entends en fait du coup comme le couloir en fait il est à ma gauche. Mon lit il est comme ça, le couloir il est tout à ma gauche. Et en fait, je l'entends courir de là à là-bas et en fait ça recommence. Enfin, je sais pas comment. En fait, c'est comme s'il faisait le tour de l'hôtel. Après, je me dis sur le coup, c'est peut-être pas la même personne, mais en fait, je l'entends courir comme ça. Et la manière de courir, elle est pas humaine en fait. Parce que vraiment, il tape des pieds. Des gros pas. Ah mais il tape des pieds quoi. Moi je me dis au début c'est des enfants. Donc je me lève je me lève carrément pour aller regarder en fait dans le judas de la porte. Parce que je me dis mais c'est quoi en fait, c'est bizarre. Et en fait je regarde et
Et ça m'a fait un peu flipper parce que du coup j'entends la personne courir mais je vois rien. Je l'entends devant moi, c'est-à-dire comme si on tapait devant ma porte du coup et je vois pas. Et moi sur le coup toujours je me dis c'est un enfant, je sais pas, peut-être je vois pas, enfin je sais pas. Ouais, le Judas est trop haut. Ouais. Je me dis bon c'est peut-être des enfants ou j'en sais rien. Je repars, je vais me coucher. Donc voilà, fini, là je fais ma nuit classique. Sauf que c'est vrai que du coup je vais faire 2 cauchemars pendant cette période, cette semaine. Et le premier cauchemar c'est ce soir-là. Et en fait je vais faire un cauchemar, justement c'est peut-être lié au fait de ce que j'ai entendu, parce que je vais rêver en fait d'être dans le couloir et de courir et en fait d'être dans une sorte de boucle et qu'on me poursuit en fait. Alors le truc c'est que la personne qui me poursuit, je vois pas son visage parce qu'en fait elle est ultra grande et en fait elle se tient au plafond comme ça, je sais pas comment expliquer. En fait elle court presque à la perpendiculaire, elle a la tête vraiment baissée parce qu'il est trop grand et il se tient comme ça, je sais pas comment expliquer. En fait il se tient comme ça au plafond et il court perpendiculaire donc je vois pas son visage. Et en fait, ce qui est aussi fou, c'est que ce truc, quoi, je sais pas comment appeler ça, en fait, ça me poursuit et ça court mais 1000 fois plus vite que moi, quoi. Mais ça me rattrape jamais. En fait, j'ai cette sensation où vraiment je suis trop lent. Je suis trop lent. Il court trop vite, mais pourtant il me rattrape jamais. Et bref, en fait, je suis dans cette boucle et je me réveille. Voilà, je fais ce cauchemar-là. Je me réveille, donc je reprends ma journée classique. Et il faut savoir, je rajoute aussi que, en fait, je suis de plus en plus fatigué toute la semaine. C'est vrai que le dernier jour, je suis complètement KO. J'ai une sorte de fatigue en fait qui se cumule bizarrement. Mais bref, du coup, je me lève, je vais au travail, je fais ma journée classique. Et là, pareil, je rentre le soir du coup à l'hôtel. Et là, cette fois, donc j'arrive, je rentre, personne à l'accueil comme d'habitude. Et il faut savoir du coup que, bon, en fait, ça m'a pas choqué sur le coup, mais à l'hôtel, j'ai jamais vu quelqu'un d'autre en fait. J'ai jamais vu une autre personne. J'avais l'impression d'être tout seul à l'hôtel, à part la personne de l'accueil. Du coup, le barman, ce fameux barman ou c'est... À part lui aussi, ouais. Le barman et la personne d'accueil. Mais du coup, ça me choque pas parce que je suis en plein milieu de semaine, j'ai déjà fait d'autres hôtels. Enfin, ça me choque pas, tu vois, c'est classique. Et du coup, donc là, je rentre, je tourne la tête et pareil, en fait, le barman, il est derrière le comptoir et il me regarde. En fait, comme s'il m'attend. Je me rappelle, je crois que je lui fais un coucou de la main, enfin, je lui dis bonjour, quoi. Et je vais dans ma chambre, donc de l'hôtel. Donc je monte, je ferme la porte, je m'assois sur le lit et en fait, on toque à ma porte cette fois. Et donc je me dis mais c'est qui toque à ma porte parce que j'ai personne quoi. Et du coup je dis c'est qui derrière la porte assez loin. Je demande c'est qui et en fait c'est le barman, je reconnais sa voix. Il me dit on devait aller boire un verre. Il me dit on devait aller boire un verre. Tu es où? Je t'attends. Quelque chose comme ça. Et moi là je lui dis non écoute je suis fatigué, j'ai pas envie. Enfin voilà. J'ai pas envie. Et en fait, il insiste encore. Il me dit, écoute, ce qu'on peut faire, c'est que, est-ce que ça te dit d'aller boire un verre dans ta chambre? Enfin, je sais plus les mots exacts, mais voilà, il me dit quelque chose comme ça. Est-ce que tu me laisses entrer? Il me dit. Moi, je lui dis, non. C'est effrayant. Et en fait, à ce moment-là, en fait, j'ai eu un déclic où je me suis dit, c'est quelqu'un de dérangé, quoi. Parce que en fait, j'ai pensé au bar, en fait. C'est qui tient le bar, quoi. Enfin, je sais pas. C'est vide, mais si quelqu'un arrive, on fait comment? Donc, je me dis, non, quoi. J'ai pas envie. J'insiste et je m'énerve un peu parce que du coup, il y a ça qui me traverse l'esprit. Il y a ce côté un peu, il y a personne au bar. Comment il connaît ma chambre, en fait? Parce qu'au final, il toque dans ma chambre, mais enfin, il m'a suivi, du coup. Parce qu'il peut pas connaître ma chambre aussi, il y a ce truc. En fait, j'ai ça qui me traverse l'esprit et c'est vrai que je commence un peu à paniquer à ce moment-là. Et du coup, je lui dis non, enfin de manière un peu plus sèche, on va dire, je lui dis non quoi, laisse-moi tranquille. Et aucun bruit, donc je me dis il est parti. Et à ce moment-là, du coup, je reprends, je me couche, je reprends un peu mes esprits et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me dis, je ne vais pas rester longtemps dans cet hôtel quoi. Ça commence à me faire un peu flipper. Donc voilà, je fais ma nuit classique, je me rendors. Donc le lendemain, jour suivant, je vais au travail. Comme d'habitude, je me lève. Là, je parle même pas à l'accueil. En fait, j'avais une fatigue, comme je vous l'ai dit, le long de la semaine, je cumulais une fatigue de fou. J'avais du mal à me réveiller. Du coup, vraiment, j'allais au travail, je traçais. Donc, je vais au travail, je fais ma journée classique. Et cette fois, en fait, je suis avec des amis et je me dis, je vais un peu plus traîner avec mes potes, en fait. Parce que j'ai pas envie de rentrer et de voir le barman. En fait, j'avais ce truc-là. Je me dis, bon, je vais rester plus tard. Comme ça, quand je rentre, il n'y a personne. Je rentre super tard, il n'y aura personne. Et donc je rentre, je crois qu'il était vers 3h du matin, quoi. Vraiment, je traîne avec mes amis longtemps. Donc je rentre à l'hôtel, comme d'hab, donc la porte qui s'ouvre. Je vais à l'accueil, personne. Donc je vais au bar, là je le vois pas. Je suis super content. Donc je me dis, il n'y a personne. Il faut savoir aussi, je rajoute un petit truc, c'est vrai que le bar, en fait, j'avais toujours plein de lumière, quoi. J'avais l'impression que c'était toujours ouvert, mais il n'y avait personne.
c'est ultra bizarre. Mais voilà, je le vois pas, je me dis magnifique, trop cool. Donc là, je vais dans le sas de l'ascenseur. Donc j'ouvre la porte, les 2 ascenseurs, je prends une ascenseur, je vais au 2e étage. J'arrive au 2e étage, donc je sors et là, comme je vous l'ai dit, je tourne à gauche donc pour aller dans le couloir où il y a ma chambre. Et là, en fait, je vois le barman, en fait. Je vois à travers la vitre du coup de la porte, comme je vous l'ai dit, tout au fond où il y a ma chambre, je vois le barman devant ma porte et il est fixe en fait. Et il regarde ma porte comme ça. What? Et là, en fait, je panique un peu. Je me dis, je panique au point de, je me mets sur le côté en fait de la vitre. Je me dis, il va me voir. Je me mets sur le côté et j'attends en fait. Et je fais rien. Je me dis, je sais pas quoi faire. Même à un moment, en fait, j'ai pas la notion du temps parce qu'à un moment, la lumière elle s'éteint. Donc on est dans le noir et moi, je bouge pas. Je m'assois même par terre à côté de la porte, je me rappelle. Et en fait, je bouge pas et je me dis, je fais quoi? Et à un moment, en fait, je réfléchis un peu et je me dis, la lumière elle est éteinte, elle est pas allumée, c'est qu'il y a personne quoi. S'il y a pas de mouvement parce que c'est une lumière sur les mouvements. Donc je me lève, je regarde et en fait il était plus là. Donc là j'ouvre la porte et franchement pour être honnête je cours quoi. Je cours à ma chambre, j'ouvre la porte et là en fait j'entends la porte se claquer. Je pose mon téléphone sur le lit et j'entends quelqu'un toquer. En fait, genre vraiment mais à la seconde quoi. Comme s'il était toujours là mais je le voyais pas, je saurais pas l'expliquer. Parce que vraiment c'est au moment où la porte se claque, c'est quelqu'un qui s'est téléporté, je me dis c'est pas possible. Parce que vraiment dans tout le couloir il y a personne et on peut pas louper quelque chose quoi. Vraiment le couloir il est ultra grand, on voit tout quoi. Et je me dis mais il sort d'où? C'est pas possible. Ça toque à la porte et là vraiment je bouge pas, je fais le mort, je me dis c'est bon je réponds plus. J'ai même pas allumé les lumières, je suis dans le noir, je bouge pas et j'attends. Et à un moment, en fait, le temps il passe et je me dis, bon, je vais regarder dans le Judas en fait. Je vais regarder à travers la porte, je vais voir est-ce qu'il y a quelqu'un. Et je regarde à travers le Judas et je vois personne. Donc je me dis, il a dû partir. Donc je décide d'aller sur mon lit. Et à ce moment-là, en fait, j'entends, je sais que c'est le barman, je reconnais sa voix, en fait, il se met à pleurer. Il se met à pleurer, mais d'une force, en fait, vraiment de douleur. Il pleure de douleur, il gémit, comme si on avait tué quelqu'un, quoi. Je pourrais pas l'expliquer, il gémit de douleur. Enfin, je sens, en fait, qu'il pleure vraiment de ses tripes, quoi. Je saurais pas l'expliquer. Et moi, ça m'a marqué, en fait. J'entends encore les pleurs, c'est un truc de fou. Et là, je me dis, je fais quoi, en fait? Je fais quoi? Et je l'entends pleurer, et c'est à ce moment-là où je me dis qu'il y a personne, il y a aucune réaction, quoi. J'ai l'impression que je suis seul à entendre, à voir ces trucs, parce qu'il y a personne qui réagit, j'entends aucun bruit à côté. Donc au bout d'un moment, ça s'arrête et donc je me dis, il a dû partir quoi. Il a dû partir, donc je retourne voir vers le Judas, je vois personne. Et là, à ce moment-là, en fait, j'étais tellement en panique que j'ai barricadé la porte en fait de l'hôtel. J'ai mis ma valise devant. Je me suis dit, je sais pas s'il y a quelqu'un qui rentre. En fait, j'ai eu une panique comme ça. En fait, je me suis senti comme si on pouvait rentrer à tout moment en fait. Je sais pas pourquoi. Je finis par m'endormir difficilement et je passe la nuit. Et là, c'est en fait la nuit où je vais faire le 2e cauchemar. Et là, en fait, le cauchemar, j'ai l'impression qu'il a une signification, mais moi, je ne saurais pas le dire. Peut-être que dans les commentaires, ils pourront dire. J'ai rêvé, en fait, qu'un de mes potes, à l'époque, venait me voir au travail, en fait. Donc, il venait me voir au travail. Moi, j'étais super content, parce que c'est vrai qu'avec ce boulot, en fait, on est un peu seul dans ce genre de boulot. Donc, je le vois, je suis ultra content, il est au travail. Je discute avec lui. Il me dit, bon, je vais reprendre la route, je vais rentrer chez moi. Et moi, je lui dis, non, mais non, reste à l'hôtel, tu dors sur le canapé, on s'en fout. Il me dit, ok. Donc là, on arrive à l'hôtel, je prends les devants, donc je rentre à l'accueil, etc. Donc là, il y a quelqu'un à l'accueil, du coup. Donc il devait être la journée, je sais pas, je me rappelle plus trop. Donc quelqu'un m'accueille, donc l'hôtesse, elle me dit mais vous allez bien, monsieur, ça va? En panique. Et moi, je me dis oui. Et en fait, je me retourne. Et là, en fait, je vois mon pote. Il saignait des oreilles, en fait. En fait, il avait une grosse ligne de sang et ça coulait en fait tout le long comme ça. Moi, je regarde, je dis ça va. Et en fait, il commence à paniquer et il part en courant de l'hôtel. Et voilà, cauchemar fini. Donc je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, mais... Le saignement des oreilles, c'est très mauvais signe, c'est-à-dire que tu as été atteint du cerveau. Voilà, j'ai fait ce cauchemar, je me lève, et là en fait, en me levant, je prépare mes affaires et je me dis je m'en vais quoi. Je m'en vais, je pars, c'est bon, c'est fini. Donc je descends. À ce moment-là, je parle à l'hôtesse d'accueil et je lui parle de cette histoire. Donc c'est la première fois où je lui parle de ça. Je lui dis Enfin, elle me demande en fait pourquoi vous partez si tôt et je lui explique. Je lui dis écoutez, je me sens pas à l'aise avec le barman. En fait, elle me dit pourtant il est sympa le barman quoi. Enfin, il est sympa, je comprends pas pourquoi. Et là je lui dis hier, je sais pas, j'ai bu au début quand je suis arrivé, j'ai bu un verre avec lui vers 22h. Et puis après il a commencé à faire il y a eu des trucs bizarres. Enfin, je raconte un peu tout. Et elle me dit mais il n'y a personne après 18h en fait. Elle me dit il n'y a pas de barman en fait après 18h, il n'y a personne dans l'hôtel, donc non en fait, c'est pas possible. Et moi je lui dis si, enfin je sais bien ce que j'ai vu, machin. Et je me rappelle en fait qu'elle, en rigolant, elle va dire
ah mais vous avez parlé à un barman fantôme en fait. Mais elle rigole, mais elle sait pas en fait tout ce que moi j'ai vécu, en fait ça m'a fait flipper un peu. Moi je l'ai pas ressenti pareil. Et je me rappelle, elle rigolait quoi. Elle rigolait parce que pour elle voilà. Et moi en fait ça m'a fait paniquer. Et c'est à ce moment-là en fait que je sais toujours pas le mot de la fin. Je sais pas si c'était quelqu'un, une vraie personne dérangée. Est-ce que c'était quelque chose que j'ai vu qui est pas réel quoi. Donc voilà. Et je rajoute quelques petits trucs, parce que du coup, après, parce que moi en fait cette histoire elle m'a pas mal traumatisé au niveau des hôtels, parce que du coup j'étais toujours d'hôtel en hôtel et j'avais un peu cette appréhension. Par exemple, j'aimais bien boire un verre tout seul au bar de l'hôtel, c'est un truc que j'aimais bien. Et je le fais quasiment plus en fait, j'ai un peu peur de ce genre de truc. Puis, je sais pas, j'ai une appréhension dans les hôtels quand j'arrive, enfin il y a une certaine atmosphère, j'ai l'impression toujours d'être observé ou des trucs comme ça en fait. J'ai ce truc, ouais. Après cet événement, il m'est arrivé plein de trucs en fait qui sont, je pense, liés à ça. Parce que, bon, j'en donne deux exemples. C'est que, alors ça se passait en plus chez moi. C'est ça qui, enfin, chez moi, j'étais plus à l'hôtel, quoi. Donc je rentrais, je sais plus si c'est de soirée chez un pote, je sais plus le contexte. Et en fait, je croise un de mes potes sur la route. Donc je le crois, je klaxonne. Je crois, on était en journée, donc je klaxonne, voilà, pour lui dire bonjour. Et en fait, le lendemain, je vois ce pote et il me dit mais t'étais où? T'étais à une soirée déguisée? Il me dit. Moi, je lui dis, mais non, pourquoi tu dis ça en fait? J'étais normal. Enfin. Et en fait, il me dit, à côté de toi, il y avait, du coup, je pense que c'était le barman, d'après ce qu'il m'a écrit. Ouais. Donc il me dit, il y avait quelqu'un avec un chapeau, limite j'avais l'impression que t'étais à un mariage ou je sais pas quoi. Moi je lui dis, non, il y avait personne et tout. Donc il y a eu ça. Qui m'avait fait un peu flipper, et aussi autre chose, avec un de mes potes, on est allé, peut-être vous connaissez, à Pont-de-Roide, en fait à un château, à un sort de fort ou château, et on a fait une expédition de nuit, parce que j'aime bien avec mon pote, on fait ça. Donc on est allé là, et en fait il nous est arrivé un truc bizarre, c'est que du coup on rentre de nuit, il y avait une voiture, donc on s'est dit il y a forcément quelqu'un. En fait la route pour aller à ce fort, ce château, faut monter, il faut vraiment vouloir y aller, quoi. C'est vraiment, s'il y a une voiture, c'est qu'il est dans le fort. Il s'est pas garé là pour aller, je sais pas où. Donc on rentre, on se dit qu'il y a quelqu'un, il y a sûrement quelqu'un, mais on va croiser personne tout long. Mais voilà, on se balade de nuit, il y a des escaliers, il y a des sortes de bunkers, enfin je pourrais pas l'expliquer, mais il y a plein de petits, plein de trucs comme ça. Et à un moment, en fait, mon pote, il me regarde et il me dit, est-ce que tu l'as vu? Et il se met en fait à courir en direction de la sortie. Et moi, je regarde en fait où il regarde et je vois rien en fait. Je vois rien. Et du coup, je me mets aussi à courir parce que je me dis, ça se trouve, il y a quelqu'un, il nous court après, alors que je vois rien. Mais je me dis, c'est bizarre. Du coup, les deux, on sort en courant. Et là, pareil, du coup, il me dit, j'ai vu, il me décrit le barman, encore une fois, du coup. Il me dit, j'ai vu quelqu'un avec une moustache, avec un chapeau. En fait, la description, ça peut être que ça, quoi. C'est bizarre. Et ce pote, ce qui est vraiment fou, je l'ai plus jamais revu. En fait, on s'est plus jamais reparlé après cette expédition. À un moment, je me suis dit, je vais lui envoyer un message, peut-être genre un mois après ça. Et quand je vais sur Insta pour lui envoyer un message, il avait une photo de profil noire en fait, tout noir. En fait, c'était un écran noir. Et je lui envoie un message et en fait, il m'a jamais répondu. Mais voilà, après ce jour-là, en fait, j'ai jamais revu. Voilà. Je crois que c'est la fin de mon histoire. Vous avez peut-être une explication ou quoi? Aucune. Je sais pas, moi je me dis peut-être, j'ai des gens dans mon entourage qui croient vachement à tout ce qui est paranormal et tout. Et je sais que ma mère, elle est du genre à me dire, si tu fais de l'urbex ou autre, fais attention, ne laisse jamais la porte ouverte, même inconsciente, à ce qu'un esprit puisse te suivre. En fait, là, ce que tu racontes, on dirait vraiment que le gars, il t'a pris, vu que tu l'as rejeté pour pas boire un verre, il a pleuré, genre il était hyper touché et tout. Et qu'il s'est agrippé à ton âme parce que peut-être qu'il a senti que t'avais un bon fond. Non, franchement, c'est hyper flippant. Même, tu vois, ces habits d'époque, est-ce que justement cet homme-là ne venait pas d'une autre époque avec cette moustache? Tu nous l'as décrit comme même, est-ce que tu vois, il pleurait par rapport à un traumatisme de la guerre qu'il aurait vécu peut-être, tu vois? Ouais. Tu te souviens d'un vocabulaire soutenu qu'il avait? C'est ce que j'ai oublié de le répéter, mais ouais, il avait un vocabulaire ultra soutenu. J'ai dû le reprendre 2 fois pour qu'il me tutoie en fait, juste pour qu'il me tutoie. J'ai dit non, mais tu peux me tutoyer, non. J'ai dû le reprendre 2 fois parce qu'il n'y arrivait pas. Donc ouais, il y avait aussi ce truc-là. Ouais. Dans ton récit, tu racontes qu'il souriait, mais qu'il était un peu crispé. Est-ce que justement, il n'était pas un peu étonné du décalage qu'il y avait entre notre manière de parler actuelle et la sienne, tu vois? Peut-être c'est cette différence-là, là, un peu en mode drôle, mais attends, bizarre, pourquoi tu parles comme ça alors que moi non, tu vois? Et là, aujourd'hui, t'as encore son visage en tête et tout? Oh non, ça date il y a 2 ans. J'ai plus rien, mais ça m'a suivi. Enfin, là, je vous ai raconté 2 petits trucs, mais il y a plein de petites histoires comme ça, en fait. Et j'avais l'impression, en fait, ouais, comme elle dit, qu'il était avec moi, en fait, tout le temps. Alors que j'étais chez moi, c'était assez flippant parce que j'étais plus du tout dans l'hôtel. Donc voilà. T'as de la chance parce qu'il est avec nous. T'imagines là? Je le fais rentrer. Waouh! Mais bravo, on peut l'applaudir. Allen, bravo à toi. Waouh! Bon, merci beaucoup Allen. Maintenant, on passe au témoignage d'Ursula.
qui est maintenant. C'est ça. Alors moi, il faut savoir, c'est une histoire assez courte pour le coup parce que ça s'est passé en très peu de temps. Déjà, petit contexte, j'ai été à l'internat à partir de ma première. J'étais pas en seconde et tout. J'ai voulu l'être parce que je trouvais ça plus cool de voir tous les copains la semaine. Par contre, j'ai toujours été casanière et le mercredi après-midi, j'avais l'opportunité de rentrer chez moi pour voir mes copines et passer un peu de moments chez moi. Donc j'adorais faire ça. Et là, c'était justement un de ces mercredis-là. Il faisait assez beau. Pour vous dire, en première, je devais avoir entre 15 et 16 ans, quelque chose comme ça. Il faisait hyper beau, je me dis je vais rentrer et puis je vais rejoindre mes copines au parc. Alors le parc de chez moi, il est vraiment pas loin. Il est à on va dire 10-15 minutes à pied et encore si on marche tranquille, si on marche à rythme un peu soutenu, c'est plus à 10 minutes, c'est vraiment très très à côté. Et pour justement aller dans ce parc-là, il faut emprunter un chemin et en fait ce chemin-là longe la Seine. Pour vous expliquer un peu, vous avez le petit chemin, à gauche vous avez des buissons avec la Seine et des péniches, mais vraiment quelques péniches vite fait, et à droite vous avez des places en épi. Donc je m'engage dans ce chemin, et il faut savoir qu'à l'habitude quand il fait beau, il y a plusieurs personnes qui font du jogging, des personnes qui se baladent et tout, et là, le soleil tape dans mon dos. Donc moi j'ai mon ombre qui est en face de moi et je remarque une ombre qui s'approche assez vite à ma gauche, donc je me décale pour laisser passer la personne, je me dis c'est quelqu'un qui fait son jogging et en fait là je sens une main sur mon épaule. Alors c'est pas une main qui est agressive ou quoi, on m'a pas pris pour me retourner vivement, c'est quelque chose qui est quand même assez délicat, limite je dirais un peu timide, c'est particulier. Je me retourne, donc j'ai mes écouteurs, j'enlève un écouteur et je demande à la personne qu'est-ce qu'il veut. Alors pour vous décrire cette personne, au premier abord, vraiment rien de bizarre. Hein. C'est pas les vieux craquettes qui vous arrêtent dans la rue pour vous demander une clope ou quoi. Là vraiment, on est sur une personne au profil très chill, très simple. C'est un monsieur qui est roux avec une barbe. Alors, c'est pas toi, hein. vraiment cher. J'imagine, c'est d'ailleurs Alain. Non, c'est vraiment un monsieur assez pas très grand de taille, vraiment, il n'est pas immense non plus. Il a une chemise, un jean et il porte des petites chaussures très propres. Enfin, vraiment, moi, vous savez, quand quelqu'un m'accoste dans la rue, j'ai le réflexe de regarder de la tête aux pieds et là, il n'y a rien qui me paraît bizarre. Donc, je le laisse me dire, du coup, sa requête, parce que vraiment, on aurait dit une quête de jeu vidéo. Il me dit, je parle à une femme sur Facebook Messenger. Je n'arrive pas à lui envoyer une photo de moi avec mon téléphone. J'ai besoin de ton téléphone. Viens, monte dans ma voiture, ça prend 5 minutes avec le téléphone. Et moi, je réfléchis pendant ce temps-là et je me dis, mais ça veut dire que de lui-même, il doit d'abord m'envoyer ses photos sur mon téléphone à moi, ou alors il veut se connecter avec mon téléphone et envoyer les trucs. Et je comprends pas trop parce que quand même, 2015-2016, on est dans une période où la technologie elle a quand même fait ses preuves un minimum, que là, demander ça, c'est particulier. Je refuse une fois et vraiment, vous voyez, dans ce genre de comportement, les filles, on sait faire savoir quand c'est non, c'est niet et c'est stop. Et là, le gars continue. Et il fouille dans sa poche. Et en fait, dites-vous que pendant cette conversation-là, on est face-face. Moi, je m'étais retournée, mais en fait, il arrive à me faire dévier comme ça. Donc, je me retrouve face au chemin que je prenais, avec lui en face de moi qui barre un peu la route. Il fouille dans sa poche et il sort des billets. Mais vraiment des vieux billets de 10 et de 20, genre quelque chose de ridicule, et il me tend l'argent. Je lui fais comprendre que ça ne changera pas mon avis, en fait. J'ai dit non, c'est non, je ne viendrai pas. Il faut savoir que du coup, les places qui étaient en épi sur notre droite étaient peut-être... Parce que quand il m'a parlé de la voiture, il m'a pointé la voiture du doigt. Quand je me suis retournée, j'ai vu une voiture vite fait, je devais peut-être être à 2-3 mètres, quelque chose comme ça, j'étais assez loin. En fait, plus il me parlait, plus il me faisait reculer vers sa voiture. Et quand j'ai tourné la tête et que j'ai vu très clairement que la portière arrière était ouverte, j'ai eu hyper peur parce que le mec commençait à devenir de plus en plus agressif. Je saurais même pas vous dire si le gars a eu le temps d'essayer de me pousser ou de faire quoi que ce soit. Moi, tout ce que je sais, c'est que j'ai ressenti un coup d'électricité dans tout le corps. J'ai eu une peur, mais viscérale. Je suis partie en courant parce que je me suis dit, là, il faut que je parte. Je me suis retournée et il était un peu comme ça, il était un peu perdu. Et j'ai même pas cherché à écouter, savoir s'il remontait dans sa voiture ou quoi, parce que je me suis dit, là, le chemin que je vais prendre en courant, c'est une sorte de tunnel piéton qui mène à un grand parking. Lui, il peut pas me suivre en voiture. Il a l'air d'être resté autour de la voiture, donc je vais me cacher. Je vais me cacher. Mes copines m'attendent toujours pour savoir, elles vivaient leur meilleure vie. Je pense qu'elles faisaient pas gaffe. Elles savaient pas du tout que leur pote était en train de vivre un trauma. Et du coup, j'appelle ma mère entre deux voitures et je lui explique ce qui vient de se passer. Je lui décris le gars. Alors, ma mère, il faut savoir qu'elle est slave. Elle se prend un peu pour je ne sais pas quoi, mais en fait, elle a pas tout de suite appelé la police. Elle est partie en vadrouille là où j'étais pour retrouver le gars elle-même. D'accord ? Pour vous dire à quel point elle est. C'est une maman, hein, une maman. Vraiment, elle a réfléchi en 3 secondes, elle m'a dit là tu rejoins tes copines tout de suite, je t'interdis de rester toute seule, il faut que tu rejoignes des gens et après moi je vais venir te chercher.
Quelques temps plus tard, elle vient me chercher. En gros, elle me dit qu'en voiture, elle a appelé la police, elle leur a fait une description de la personne et que justement, la police a dit qu'eux allaient envoyer 2-3 voitures en ville pour essayer de retrouver le gars. Donc j'ai décrit vite fait la voiture. Pour moi, ça semblait être une sorte d'origine BMW, une sorte de berline noire, vraiment quelque chose d'assez long et une voiture très propre, encore une fois, pas un vieux Kangoo ou un truc dégoûtant. Vraiment, ça restait très clean, quoi. La police nous demande aussi de venir nous expliquer la situation quand même pour faire une sorte de déposition ou quoi, mais juste avoir les choses au moins sur papier. Donc c'est ce qu'on a fait, sauf qu'en fait le gars, pour vous dire, n'a jamais été retrouvé. Genre le mec, il s'est volatilisé. Sauf qu'en fait le truc c'est que entre les places en épi et chez moi, en voiture, il n'y a même pas 30 secondes, 1 minute genre. Donc en fait le temps que ma mère ait l'appel et que le mec parte de la place, rentre dans la voiture avec le stress que lui aussi a dû ressentir parce que le mec avait clairement pas l'air net. Je me dis en 1 minute voire 2 minutes de temps, parce que tout s'est passé très vite, comment le mec a fait pour qu'on le retrouve même pas en ville, alors que la ville où j'habite, c'est une ville où il y a quand même pas mal de feux, pas mal de croisements. Donc quand on est en voiture et qu'on est pressé, il y a toujours une embuscade quelque part, il y a toujours un point qui nous ralentit. Et là, il a jamais été retrouvé, ce mec a disparu, genre. C'est hyper flippant. Et le fait que ça se soit arrivé un mercredi après-midi, plein soleil, où il faisait beau, il faisait chaud, où vraiment vous vous dites je pars me balader, il va rien m'arriver, et vous tombez sur un mec qui vous demande un truc bizarre comme ça fait trop bizarre. Les années qui ont suivi, moi genre pendant 6-7 ans, j'ai pas réussi à rentrer chez moi parce que je travaillais dans un escape justement, et je terminais à minuit parfois. Et j'avais pas la voiture à cette époque, je devais rentrer à pied. Impossible pour moi de rentrer à pied sans appeler quelqu'un au téléphone et tout, avoir un contact humain, parce que ça sert à rien, parce que concrètement si quelqu'un m'agresse, la personne elle va faire quoi? Elle va appeler la police, mais ça revient au même. Mais ça fait quand même un contact humain, vous voyez, c'est rassurant, c'est ça. Et pareil, impossible de marcher dans la rue avec des écouteurs parce que en fait, j'avais vraiment l'impression que dans la rue, j'étais à la merci de tout le monde, qu'en fait, tout le monde pouvait venir m'embêter et gravir genre cette bulle que je me suis créée. En fait, que c'était trop simple, que j'étais une proie facile, entre guillemets. Et j'ai eu ça plusieurs fois. Ça a été vraiment compliqué et du coup cette histoire c'est aussi pour faire comprendre que ça peut arriver n'importe où, c'est pas forcément que de nuit sur un parking tout noir avec pas de lumière. Non, ça peut très bien être un mercredi après-midi où tout va bien. Je me suis déjà fait insulter de tous les noms en voiture alors que c'était en plein après-midi à 16h jusqu'à le gars qui passe qui t'insulte. Enfin, ça arrive souvent mais là, cette altercation-là, elle m'a marquée parce que tout était brouillon et ce qu'il me disait semblait être un mensonge que même lui n'avait pas terminé de construire dans sa tête. Et en gros, là où mes proches ont eu, on va dire, tout le monde a un peu ses petites théories sur ça. Il y en a qui disent ouais, peut-être qu'il ne voulait pas de mal, qu'il était juste bizarre. Et moi, je suis clairement persuadée que ce mec était vraiment chelou et qu'il ne voulait pas juste faire un Uno avec moi. Genre, c'était beaucoup plus grave. Et surtout, le fait qu'il s'y soit pris comme ça, comme... J'ai écrit dans mon mail, j'ai dit heureusement que ce mec s'y est mal pris parce que franchement si son but était de kidnapper quelqu'un, il a tout fait pour que ça se produise pas parce qu'il était extrêmement maladroit, il avait l'air extrêmement stressé. Même moi j'ai ressenti son stress et sa nervosité, vous voyez, alors que j'étais stressée et nerveuse. Donc vraiment horrible. Moment très, très désagréable pour le coup. Ouais. Heureusement, tu vas bien, ouais, mais ce qui est horrible, c'est qu'il a peut-être fait ça à d'autres personnes qui sont tombées, imaginez peut-être dans le panneau. Peut-être qu'il a essayé plus loin ou autre. Enfin, en fait, j'avais vraiment l'impression qu'il partait de là. Et puis, quand on a 16 ans, on fait pas gaffe à regarder la plaque d'immatriculation, à regarder le département, c'est pas un réflexe. Hein. Maintenant, peut-être que je le ferais. Mais à 16 ans, je n'ai pas pensé à ça. Donc peut-être que le gars n'était pas du tout de la région en plus, qu'il a débarqué un peu nulle part, qu'il s'est dit sur un coup de tête, je vais tenter un truc dans une rue où il n'y a pas beaucoup de passages, où il était à peu près sûr de voir quelqu'un venir qu'on viendrait un peu à ces trucs-là. Et ça a mené à plein d'autres psychoses de mon côté parce qu'après, j'ai fréquenté un garçon qui était vraiment pas bien et pendant 2 semaines, il y a des gars qui m'ont un peu suivi. Et ça se trouve, ces mecs me suivaient même pas, mais en fait, vu que pendant 2 semaines, on était quasiment au même endroit à chaque fois garés, ils étaient garés en bas de chez mes potes parfois. En fait, vous voyez, vous commencez à psychoter, vous vous dites, mais la moindre voiture maintenant qui me suit en voiture, si elle prend 3 fois le même virage que moi, je vais être dans ma tête, il me suit. Donc ça m'a développé un stress que je pense que j'arriverai jamais à passer outre. Ouais, c'est un truc qui est là maintenant. Mais comment il s'est volatilisé? Mais c'est ça la question, c'est comment le mec a fait pour... Parce que ta mère est partie direct, genre... Ma mère, elle a décollé, mais direct. Après, justement, est-ce qu'il s'est pas mis justement à un endroit stratégique? Ouais, peut-être qu'il s'est caché. Pour vite partir, il connaît peut-être l'endroit, lui, tu sais pas quoi, donc... Pour la police, après, ils font peut-être un travail incroyable et tout, mais pour certaines personnes, je pense que c'est difficile de retrouver quelqu'un via juste une description physique. Ouais. S'il n'y a pas une plaque, s'il n'y a pas plus de choses et tout, un mec dans une voiture, ça se trouve, il avait les vitres teintées, on sait pas, c'était l'été, là, les vitres étaient ouvertes, donc c'était pas du coup en plus vraiment compliqué. Il avait vraiment une dégaine de commercial, hein, pour vous dire. Je travaille dans un tabac maintenant. Commercial? Mais c'est vraiment Allen en fait depuis le début.
Ce serait effrayant qu'à la fin de la vidéo, on apprenne que Allen s'est fait arrêter par la police. Mais voilà, je sais pas si dans les abonnés, ça se trouve, on sait jamais, parce qu'avec un pourcentage de chance, ça va peut-être une jeune fille qui s'est aussi fait, qui a eu peut-être eu aussi une altercation avec un roux à barbe et. Bah, écoute, merci Ursula pour cette prévention. Bah, avec plaisir. Écoutez. C'est adorable, on peut l'applaudir, ouais. Merci beaucoup. Et je vous propose qu'on passe maintenant à mon histoire. Bon, les amis, moi je vais vous raconter du coup la dernière histoire, elle sera beaucoup plus courte. Et moi du coup, comme Allen, elle est plutôt paranormale. C'est drôle parce qu'on s'est mis du même côté. Du coup, moi mon histoire, elle se passe quand j'étais en stage. J'étais en stage dans une entreprise dans les Pyrénées. Voilà, et pendant ce stage-là, du coup, j'étais chez mes grands-parents. Je dormais chez eux. Et voilà, c'était trop bien, c'était trop bon moment. Donc c'est dans une vieille maison que je logeais, ce qui date pas mal. Alors je ne saurais pas te dire l'année, mais en tout cas c'est une vieille maison, quoi. Pour le contexte, c'est hyper cool aussi de savoir ça. En fait, j'étais dans une entreprise qui faisait de l'impression, voilà. L'impression, communication, bref. Les gens le savent, je le dis souvent dans les vidéos. Un jour, voilà, je vais manger chez mes cousins. Et il y avait du coup mes grands-parents qui m'ont amené manger chez mes cousins. Et précision quand même, je trouve, qui est assez importante pour expliquer peut-être la raison rationnelle à ce que je vais vivre. Donc on mange tranquillement, tout se passe bien, sauf que les sujets à table sont un petit peu, on va dire, pas très joyeux, quoi. On parle de crimes, d'histoires sordides, de faits divers, plein de trucs un peu glauques, quoi. Bon. Est-ce que ça influencera ce que je vais vivre après? Peut-être, peut-être pas, je sais pas encore. J'ai pas encore d'explication. J'espère que vous m'en donnerez parce que vraiment je sais pas ce que j'ai vécu cette nuit-là. Je rentre et tout, la nuit, rien de fou se passe, hein, voilà, je rentre et je suis très fatigué, donc je m'endors très vite. Et cette nuit-là, j'ai fait un cauchemar vraiment, vraiment flippant. Rêve, alors vous allez voir, c'est très bizarre comme rêve, il est un peu dur à imaginer et à expliquer. En gros, j'étais, moi, en lévitation dans un lit, c'est très bizarre, hein, et il y avait toute ma famille sur ce lit, c'est très bizarre, mais on avait la place en fait, le lit était quand même assez grand, et au-dessus de ce lit, il y avait un cercueil où était une personne âgée. Mais je ne saurais pas vous dire qui était cette personne âgée, juste c'était un vieux monsieur comme ça, très pâle, il était décédé en fait, hein. Il était comme ça et voilà, il était mort j'imagine parce qu'il fermait les yeux. Et tout le monde, personne ne parlait sur ce lit-là, on était tous à genoux et en fait on priait, pourtant pas forcément croyant dans la famille, mais bon, on priait, enfin voilà, je sais pas ce qu'on disait exactement, j'ai plus trop de souvenirs, mais je sais qu'on priait. Et d'un coup, pour aucune raison, l'homme s'est relevé, qui était du coup décédé, et il s'est relevé, il a ouvert les yeux, il m'a attrapé, il m'a étranglé, et il m'a dit c'est la fin pour toi. Et je me suis réveillé à ce moment-là. Mais réveillé, pas du tout parce que j'ai eu peur ou quoi, non, par un bruit. Et ce bruit-là, c'était un bibi, 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 bibi. Alors moi je comprends pas, je fais qu'est-ce que c'est ce bruit? C'est comme, vous savez, un jeu vidéo. Comme si il y avait un jeu vidéo qui était allumé ou un jouet d'enfant, je comprends pas. Du coup moi, évidemment, je suis terrorisé dans ma chambre. Enfin du coup dans la chambre de mes grands-parents, c'était l'ancienne chambre de mon père. Et donc je suis complètement paniqué, je regarde un petit peu j'allume la lumière directement évidemment. Il était je crois 4h du matin, un truc comme ça. Je regarde un petit peu partout, dans les armoires et tout, je trouve rien. Et à côté en fait de là où je dormais, il y avait une sorte de petite commode, j'avais pas regardé là. Et en fait, entre deux planches, il y avait un petit jouet et j'ai réussi à localiser le bruit et ça venait de là, de ce petit jouet. Je regarde le jouet, c'est une sorte de jouet orange et en fait il y avait marqué Game Over en mode comme si le jeu était terminé, quoi. Comme si quelqu'un avait joué juste avant et avait perdu la partie, quoi. Sauf que en fait j'essaie de jouer à ce jeu-là et je remarque en l'éteignant qu'il ne peut pas s'allumer tout seul. Il faut forcément quelque chose de mécanique pour l'allumer, donc une action humaine, quoi. Et je remarque aussi qu'en fait pour que le Game Over s'affiche, il faut que quelqu'un joue à ce jeu. Sauf que moi, j'ai pas joué à ce jeu, quoi, tu vois, pendant ce soir-là. Et du coup, voilà, ça m'a traumatisé cette histoire parce que, en fait, je me dis, comment. Bon, il y avait encore des piles, mais j'ai montré ça à mes grands-parents, je les ai réveillés parce que j'ai eu hyper peur, un peu égoïste de ma part d'ailleurs, mais j'avais hyper peur sur le coup et du coup, je les ai réveillés. J'explique à mon grand-père c'est quoi ce jeu et tout. Et il m'explique qu'il était à mon père quand il était petit. Et voilà, il m'a dit, il y a rien de fou, quoi. Ton père, il jouait, oui, mais c'est bizarre qu'il marche parce que c'est un truc vieux et tout, il s'est jamais rallumé, ça nous a jamais fait ça. Tes cousins et cousines, ils ont. Plusieurs fois dormi dans la chambre et il s'est jamais activé comme ça pour aucune raison. Donc là, bizarre, et du coup je lui explique mon rêve, etc. Donc est-ce que ça colle, le fait que le mec m'ait étranglé et que hop, c'est la fin du jeu, du coup, dans la vraie vie, enfin bref. Après j'ai psychoté évidemment, il y a plusieurs théories, est-ce que c'est lié, je sais pas. Bon, en tout cas, ça m'a effrayé. C'est effrayant. Et j'ai demandé à mes grands-parents s'il y avait un historique sur la maison, pas forcément, pas à leur connaissance,
Donc je sais pas ce que c'est, mais je vous jure, les gars, j'en tremble un peu parce que ça m'a vraiment fait bader de fou. Et cette histoire est vraiment vraie. Et ça m'a vraiment fait trop bader. Je sais pas ce que c'était, ce petit jeu qui s'allumait comme ça pour aucune raison. Alors, une défaillance possible. Et je pense moi que c'est ça. Et j'ai envie de me rassurer en me disant que c'est ça. Est-ce que c'est autre chose? Je sais pas. T'as jamais rien eu d'autre de bizarre Dans cette chambre-là, non. Non, j'ai dormi plusieurs fois après, il n'y a pas eu de problème. Plusieurs personnes sont venues après dormir ici et globalement, l'ambiance est saine, quoi. Il n'y a pas de passé lourd, J'ai toujours le jouet et il faudrait que je demande à mon grand-père de l'envoyer. J'aurais raconté ça et mes grands-parents sont hyper rationnels. Ils n'ont aucune croyance dans le paranormal et ils m'ont dit, bon, c'est une défaillance. Et ton père, Ils m'ont rigolé. il a aucun historique avec le... Aucun, rien. Avec ce jeu, non, il y jouait quand il était petit, oui. Ouais. Alors, moi, je pense que... moi, je pense que c'est rationnel. Je pense que c'est un bug du truc. Je pense. C'est un vieux jouet. Il y a des piles encore, donc ça peut encore marcher. Non, puis c'est le timing aussi. Le timing est fou. Après, c'est pour ça que je vous ai raconté ce fameux repas où j'ai parlé d'histoire criminelle avec tout le monde. On parlait de faits divers. Voilà, est-ce que ça n'a pas influencé mon rêve? Peut-être. Voilà. Et elle était où déjà le jeu, tu m'as dit? Il y a une commode. On appelle ça, je crois, une commode. Tu sais, à côté du lit, une petite commode en bois. Petit mulot, tu sais, qui aurait pu aller dans la commode. Peut-être. Ça serait effrayant du coup si c'est le cas. Je me dis, il faut quand même perdre plusieurs fois pour qu'il y ait un game over. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, faut y jouer, quoi. Après, ça aurait été encore plus effrayant que ma grand-mère soit somnambule et jouer. Je pense pas. Après, faut le reposer. Je pense qu'il faut le reposer. J'aurais entendu quand même. Bon, ça reste bien mystérieux. J'espère que les gens en commentaire arriveront à trouver des solutions. Mais en tout cas, ouais, ça m'a bien trauma, comme toutes nos histoires d'ailleurs. D'ailleurs, merci d'être venus tout le monde. J'espère que vous avez kiffé raconter vos petites histoires. J'ai adoré cet épisode, j'ai pris vraiment un vrai kiff. Et j'espère que les gens ont kiffé. N'hésitez pas à me dire les amis dans les commentaires si vous kiffez encore ce format-là. Merci à Whoopercast et d'Influence de nous accompagner aussi sur les productions comme ça, c'est des boss. Merci beaucoup à Inconi, je vous rappelle, il y a tout en description. C'est grâce à des partenaires comme eux qu'on arrive à faire des productions comme ça et des plus gros projets. Donc je vous invite vraiment à aller sur mon lien. Et je vous fais d'énormes bisous, merci d'être venus tout le monde. Et on se dit à très vite pour un prochain épisode avec de nouveaux abonnés. Bisous tout le monde. Жестяные ванны. Кстати, мороженое реально пизда какая-то пришла. А там контрот не тупи. Мне нравится санаторий, наверное. Но я никогда не была, только в мечтах. Я, кстати, часто фантазировала, что живу в санатории почему-то. Вот. Но я не была именно в санатории, вот в таком вот, никогда там, неделю, например. Я однажды жила как бы в санатории, но просто потому что я туда не лечиться приехала, а то отдыхать приехала. Надо было соглашаться на рекламу. Да. Я про них, я так поняла, что им хуёво, ребят. Потому что у них вообще типа, никто не может заходить на их канал, там что-то, я не знаю. Печально. Так я еще так поняла, что им еще не заплатили. Да, ну это как бы пиздец. А почему боты? Их смотреть можно из России и еще некоторых стран, а Европа и США, и другие зрители отпали. Я поняла. А как отпали боты? А почему? Почему? Ёб твою мать. Ну, посмотрим. Я не знаю, ребят, но мне кажется, когда те какие-то ограничения на канал вот, это всегда хуёво, я точно знаю. Потому что когда у меня не было там баллов канала или чего-то еще, это сразу херово. Я даже не знала, что Twitch вот так вот может точечно ограничивать. Прикиньте, я вообще считаю, что Twitch это самая глобальная организация в мире. Реально, они знают все. Их никак не наебать. Они отслеживают каждый шаг, ребят. Вот реально. Уже неоднократно сталкиваюсь с тем, что ну когда там пытаются как-то наебать Twitch, что-то сделать, никогда ничего не получается. То есть, да. И насколько это продлится, неизвестно, да? Короче, жесть.
Так, ребят, ладно, скажите. Очередные теории заговора. Зачем отслеживать, когда зрители сами все пишут? А чего тянуть надо? Тянуть? Котик, забей. Это я просто не знала, какое придумать название трансляции. И вот это мне, знаешь, картинка в голову пришла, типа какая-то лежит пиздарить, и